Good evening, good afternoon, and good morning. Welcome Bonsoir, to bon Demolishing après-midi et Political bonjour. Myths. Bienvenue Welcome à to Démolir our les talk mythes number politiques. Bienvenue à notre 101. discussion numéro 101. Today we have the pleasure of Aujourd'hui, having nous avons with le plaisir us d'accueillir le Professor professeur Pascal Lotaz, Lotaz, qui est who is professeur an associé à associate professor l'Université de at the Kyoto. Kyoto Il University produit and également une chaîne produces YouTube an incroyable amazing appelée YouTube Neutrality channel called Studies, que je Neutrality vous recommande Studies. vivement We de suivre. recommend Il est aussi assez as généreux well pour nous to follow permettre his de work. He's republier also certains de ses generous excellents enough to contenus. allow ourselves to Pascal, republish some comment ça of va au his Japon? great contents. Pascal, how are you there in Japan? Je vais très bien. Merci Ezekiel et merci de m'avoir invité. It's really a pleasure to have you here. And C'est vraiment let un me plaisir add de to vous your avoir ici. description that your YouTube Permettez-moi channel d'ajouter à votre English description Neutrality que votre Studies chaîne has, YouTube Neutrality Studies, Spanish qui est en version anglais, where you, I a think, également une publish version everything that espagnole you où vous do publiez in tout en Spanish, and it's espagnol. called Elle s'appelle Sanebox Sanebox Espagnol. Espagnol. We'll link everything Nous mettrons below in the tous les liens description. ci-dessous dans la Go there description. because Mais allez-y, it's car cela en really vaut worth vraiment it. la peine. Pascal, Pascal, je voulais commencer par des sujets plus généraux, puis entrer dans les détails. La première question que je voulais discuter avec vous est de savoir à quel point nous sommes proches d'une guerre ouverte en Europe et à quelle vitesse vous pensez que cette éventuelle guerre ouverte pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Tout d'abord, nous avons déjà une guerre ouverte en Europe. C'est entre l'Ukraine et la Russie, et c'est aussi entre l'OTAN et la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. Cette guerre a été très sanglante et horrible. Nous n'avons pas de chiffres exacts sur les pertes, mais il est absolument certain qu'il se compte par centaines de milliers. Nous sommes probablement proches d'un demi-million de soldats morts des deux côtés, ukrainiens et russes combinés. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de civils morts. Souvent, les Européens disent que c'est la première fois que la guerre revient en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils oublient complètement que nous avons également eu des guerres dans les Balkans qui ont été très sanglantes dans les années 90. Nous avons eu la Tchétchénie et d'autres conflits. Mais maintenant, nous avons cette nouvelle guerre sur le sol européen. Cette guerre pourrait dégénérer en ce que j'appelle la 5e guerre générale européenne en 400 ans. Souvent, les gens la qualifient de 3e guerre mondiale, mais ce n'est pas toute l'histoire. Nous avons eu la guerre de 30 ans, qui s'est terminée en 1748, et les guerres napoléoniennes. Ces deux guerres étaient à l'échelle d'une guerre mondiale en Europe. La différence entre ces guerres et les premières et secondes guerres mondiales est qu'à l'époque, les puissances coloniales ne s'étaient pas encore suffisamment étendues pour exporter la guerre à l'ensemble du monde. Mais essentiellement, c'était des guerres générales en Europe où presque toutes les nations étaient impliquées. Et puis, les premières et secondes guerres mondiales. Maintenant, nous sommes au seuil de la 5e guerre de ce type. Si le monde a de la chance, d'autres peuvent rester en dehors, et cela reste une guerre générale européenne. Sinon, elle pourrait s'étendre à de grandes parties de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Cependant, étant donné la situation actuelle, je crois que l'Amérique du Sud, l'Afrique et de nombreuses parties de l'Asie sont plus isolées. Même si les Européens se lancent dans une guerre totale, il y a de bonnes chances que d'autres ne soient pas impliqués. Mais cela pourrait être une 5e guerre générale européenne, et nous en sommes proches. Selon le président de la Serbie, M. Vučić, elle est à environ 3 mois. Et j'espère qu'il a tort. J'espère vraiment qu'il a tort. Dans cette interview qu'il a faite avec mon compatriote, Roger Köppel, un éditeur que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ma chaîne également, ils font vraiment de bons reportages. Vučić a dit que cela pourrait durer environ 3 mois. Les Hongrois sont très très inquiets. Viktor Orban ne cesse de dire que si l'OTAN envoie des troupes, alors il n'en enverra aucune. Vous ne diriez pas cela, à moins d'être vraiment inquiet que cela soit en jeu.
Il ne s'agit pas seulement de gagner plus de soutien politique à l'intérieur du pays. Les Hongrois et les Serbes sont sérieusement inquiets. Le reste de l'Europe, pour une raison que je pense être une sorte de dommage mental, semble plutôt excité à ce sujet. Beaucoup de gens disent que nous ne devrions pas nous inquiéter de la guerre nucléaire ou de la guerre en général. Ils croient que nous devons simplement donner une leçon à la Russie et démanteler la Russie. Les Européens viennent de nommer Kaja Kallas comme leur nouveau haut représentant pour les affaires étrangères, essentiellement le ministre des Affaires étrangères de l'UE. Borrell est parti. Ah, la nouvelle, vous voulez dire. Kaja Kallas, c'est la nouvelle. Oui. Oui, elle est arrivée il y a 2 jours, ou 1 jour. Borrell est maintenant l'ancien. Et Kaja Kallas, l'ancienne première ministre de l'Estonie, est maintenant la chef de la politique étrangère de l'UE. C'est elle qui a suggéré de démanteler la Russie. Je veux dire, il y a 1 mois ou 6 semaines, elle a dit cela. Et maintenant, elle est la diplomate en chef des Européens. Ursula von der Leyen a été réélue. Donc, tous les signaux que l'Europe envoie sont comme « Eh bien, nous serions heureux d'avoir une guerre avec vous. Une guerre totale. Et c'est pourquoi je suis extrêmement inquiet. » Et vous avez posé la question nucléaire. Dans les médias grand public, nous lisons « Ne vous inquiétez pas des armes nucléaires. Ne vous inquiétez pas. Les Russes bluffent. » C'est complètement stupide. C'est vraiment, vraiment stupide de jouer avec le feu nucléaire, et de ne pas prendre ce risque au sérieux. Les Russes, en fait, en interne, je veux dire, ils publient tous ces articles, et ils ont ce discours. Vous pouvez tous les suivre. Karaganov, l'un des principaux intellectuels, dit que nous devons faire comprendre aux Européens qu'ils doivent avoir peur de nous. Nous devons leur instiller à nouveau la peur, parce qu'ils semblent ne pas le prendre au sérieux. C'est comme OK, ce... Je suis à bout de nerfs, parce que, dans les discussions avec les gens au quotidien, il semble que personne ne s'inquiète. Tout le monde semble penser que parce que nous avons survécu à la guerre froide, par pure chance, sans retombée nucléaire, tout ira bien à nouveau. Ils croient que Poutine est juste un salaud comme Hussein et qu'il doit être remis à sa place, probablement pendu par le cou, comme Hussein. Je pense que c'est une position totalement stupide à adopter. Et je suis très inquiet que ce genre de stupidité nous mène à la 5e guerre générale en 400 ans. Oui, comme tu le disais, je me souvenais des 3 ou 4 attaques qui ont été menées contre ce système radar de reconnaissance précoce à des milliers de kilomètres de la zone de conflit, de la ligne de contact en Russie. Attaquer ces systèmes radars, selon la doctrine nucléaire de la Russie, serait une raison suffisante pour déclencher une guerre nucléaire, n'est-ce pas? Cela sans aucun lien avec les hostilités sur la ligne de contact. Donc je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Permets-moi de te poser une question à ce sujet, Pascal. Dans le cas d'une guerre directe, tu fais une très bonne distinction entre une guerre ouverte et une possible escalade. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Mais dans le cas d'une escalade et de la participation directe de l'Europe à une guerre avec des troupes sur place, à quel point pensez-vous qu'il serait probable que les États-Unis soutiennent l'Europe contre la Russie? Ou pensez-vous que les États-Unis diraient « OK, les gars, cela a payé, nous nous retirons. Maintenant, nous nous concentrons sur la Chine, qui est notre véritable adversaire, et nous vous laissons avec cette guerre contre la Russie. » Comment voyez-vous le rôle éventuel des États-Unis dans cette guerre? Les États-Unis, tout comme avec Israël, ne pourraient pas se retirer du théâtre européen, car ils sont déjà trop profondément impliqués. Et je ne parle pas politiquement.
je parle opérationnellement. Vous avez cette énorme base militaire américaine en Allemagne, à Ramstein. Vous avez des troupes américaines en Estonie, en Lettonie, en Finlande, en Pologne et en Roumanie. Ces troupes agissent également comme des fils de déclenchement. Cela signifie que si le conflit s'intensifie et que les Russes croient n'avoir d'autre choix que de cibler ces installations militaires, de nombreux militaires américains mourront, possiblement par centaines ou par milliers. Une fois que cela se produira, il n'y aura aucun moyen pour les Américains de se retirer d'Europe. L'opinion publique aux États-Unis sera d'une indignation absolue et ils exigeront vengeance. Indignation and they will want revenge. You know, the one thing that the Americans are very La seule chose à laquelle les Américains sont très sensibles, ce sont les vies américaines. Les Américains ont essentiellement mis le feu au Moyen-Orient et en Asie centrale, parce que 3000 de leurs citoyens sont morts le 11 septembre. La plupart des pays du monde ont connu la perte de 3000, 4000, 5000, voire 10 000 de leurs habitants tués par les Américains en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Et ils ne peuvent rien faire. Chaque fois qu'un Américain meurt, cela conduit souvent à une guerre totale. C'est dangereux pour tout le monde, car cela signifie que les Américains seraient pleinement engagés à gagner. En Europe, cela ferait de l'Europe le champ de bataille. Vous pouvez voir ce qui est arrivé au champ de bataille actuel, qui est l'Ukraine. L'Ukraine est dévastée. Un tiers de sa population est maintenant hors d'Ukraine. Sa capacité industrielle et économique est loin d'être ce qu'elle était auparavant. Ce genre de dévastation pourrait arriver à de nombreux pays en Europe et au continent européen dans son ensemble. Si le conflit devient nucléaire, cela se produirait probablement d'abord sur le continent européen. Avant que Moscou et Washington ne se tirent des missiles l'un sur l'autre, ils cibleraient d'autres zones pour éviter de déclencher une confrontation directe. Des villes comme Varsovie, des parties de la Roumanie et peut-être même Berlin pourraient être en danger, malgré le fait que Berlin soit sous le parapluie nucléaire américain. Cette situation est catastrophique. Et les Américains ne pourraient pas s'en sortir. Vous avez vu à quel point ils étaient désireux de désamorcer la situation au Moyen-Orient lorsque Israël a fait exploser ce consulat en Syrie, le consulat iranien, ce qui était un acte horrible destiné à entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Iran. Ils ont réussi à désamorcer cela avec l'Iran parce qu'il est impensable que les États-Unis puissent se retirer d'une guerre entre l'Iran et Israël. De la même manière, si du personnel américain meurt en Europe, ils seront impliqués. Je ne peux pas prédire comment cela évoluerait, mais je ne vois pas les Américains perdre des centaines ou des milliers de soldats en Europe et ensuite dire « D'accord, nous avons appris notre leçon ». Ce ne serait pas leur réaction. Et je pense que les Russes le savent aussi, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils se retiennent d'aller aussi loin. Ils sont encore dans la phase de mener cette guerre par procuration aussi durement qu'ils le peuvent dans l'espace de la procuration. Mais le problème auquel nous sommes confrontés est que les Américains et les Européens signalent qu'ils sont prêts à aller au-delà de cet espace en donnant le feu vert aux Ukrainiens pour utiliser ces armes contre la Russie proprement dite. Quand je dis ces armes, je veux dire que les Britanniques et les Américains aident tous deux à programmer ces missiles, les attaques MS et les missiles Storm Shadow, pour frapper des cibles en Russie proprement dite. Et les Russes ont été très clairs. Tout ce qui se trouve à l'intérieur des anciennes frontières de l'Ukraine, y compris la Crimée, pour eux, c'est un jeu équitable. Vous pouvez l'attaquer, et ils ne le considéraient pas comme une escalade au-delà de cela. Mais si vous commencez à tirer sur des cibles à Belgorod, ce que les Ukrainiens ont fait, ou sur des cibles à l'intérieur de la Russie proprement dite, comme le système de reconnaissance nucléaire que vous avez mentionné,
alors c'est une escalade claire. Les Européens et les Américains ont montré qu'ils étaient prêts à le faire. C'est pourquoi je suis absolument désespéré. Je veux qu'ils arrêtent. C'est jouer avec le feu. Un feu horrible. This is playing with fire, horrible fire. Yeah. Yeah, and regarding the Oui, participation of et en Western ce qui concerne la personnel in participation these du attacks, personnel well, occidental dans ces attaques, admitted that je me souviens même que Scholz l'a admis publiquement lorsqu'il a dit que des militaires français et britanniques programmaient les missiles longue portée tirés depuis l'Ukraine, ces missiles Storm Shadow et Scalp. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel nous spéculons, c'est quelque chose qui est publiquement accepté. Mais laissez-moi vous demander, comment pensez-vous que cette situation pourrait changer si Donald Trump était élu? Aujourd'hui, nous aurons le premier débat présidentiel. Ce sera certainement amusant à regarder. Pensez-vous que quelque chose changerait à cet égard dans la situation générale que vous décriviez? Je veux dire, c'est le seul espoir que j'ai. Laissez-moi le dire de cette façon. Si Joe Biden gagne, alors nous savons que rien ne changera, n'est-ce pas? C'est la seule chose dont nous pouvons être sûrs. Ce type va continuer à faire les choses comme il les a faites jusqu'à présent, et ce sera la même équipe politique. Je ne sais pas combien de décisions M. Biden est encore capable de prendre lui-même, mais nous savons que Jake Sullivan est là. Nous savons que Blinken est là. Et je ne pense pas que ces personnes disparaîtraient lors d'un second mandat. Donc la machine resterait la même, et je ne vois pas cette machine changer de cap. Peut-être qu'ils le feraient parce qu'ils veulent se battre avec la Chine, mais je ne parierai pas là-dessus. Leur réputation entière repose encore sur ce qu'Alex Christoforou de Duran appelle habituellement le projet Ukraine. Alex Christoforou from the Duran usually calls Project Ukraine. Project Ukraine is dear to these people and they will try. Le projet Ukraine est cher à ces personnes et elles essaieront de le mener à bien d'une manière ou d'une autre. C'est donc la seule chose dont nous pouvons être sûrs. Maintenant, ce que Trump fera réellement, bien sûr, nous ne le savons pas. Il a dit qu'il trouverait un moyen de mettre fin à la guerre dès le premier jour. Il a récemment déclaré que l'OTAN faisait partie du problème et que l'expansion de l'OTAN avait provoqué la Russie. Ce qui est un changement énorme, n'est-ce pas? Nigel Farage a dit la même chose. Cela représente un changement dans ce que disent les politiciens de haut niveau, qui sont très proches du pouvoir. Donc, si Trump revient au pouvoir, je pense qu'il y a une chance qu'il trouve un moyen et commence à parler aux Russes en disant quelque chose comme « D'accord, très bien, vous voulez un accord ?» Faisons un marché. Monsieur Trump, en fonction de la manière dont il s'est présenté et de ce qu'il a fait lors de son premier mandat, est le plus proche de réaliser cela. Il est le seul président américain à avoir réussi à rencontrer le leader de la Corée du Nord 2 fois, même si cela a impliqué une rhétorique enflammée et n'a pas produit de résultats significatifs. Les réunions elles-mêmes étaient une percée. Il a au moins un historique de tentatives de ce genre de négociations. Bien que je ne sois pas un fan de Trump et que j'étais totalement opposé à lui en 2016, j'espère maintenant personnellement qu'il sera élu. Avec Biden, il n'y a tout simplement aucune chance de sortir de cette situation. Avec Trump, nous pourrions avoir une chance. Bien que, la dernière fois qu'il est devenu président, il a choisi exactement les mauvaises personnes pour sa politique étrangère. Il a nommé Pompeo comme secrétaire d'État. Il a fait venir ce type à moustache, comment s'appelle-t-il? Bolton. John Bolton. C'est un être humain méprisable à tous les niveaux, surtout en termes de sa volonté de tuer des millions de personnes pour réaliser sa vision de la politique étrangère. Il n'a rétrogradé personne de l'État permanent, et Victoria Nuland était toujours là, avec les néoconservateurs. Donc, toutes ces créatures du Marais sont restées, ou ont même été élevées. Mais c'était la dernière fois. Peut-être que j'aurai un peu d'espoir qu'il comprenne mieux cette dynamique maintenant, et qu'il ne les renommera peut-être pas.
and that he might not reappoint them. But Mais il n'y a vraiment rien qui me donnerait de certitude à ce sujet. De plus, si vous regardez ses donateurs, en ce qui concerne Israël, par exemple, il est clair qu'il est toujours dans le marécage. Il a soit choisi de ne pas mener ce combat et de suivre le mouvement, soit il pense réellement que recevoir des millions de dollars de donateurs liés à l'AIPAC et utiliser une rhétorique pro-Israël est important. Quoi qu'il en soit, c'est un signe qu'il ne se situe pas en dehors de cet établissement politique. Pour faire court, j'espère qu'il gagnera, parce que c'est le seul, je pense, qui pourrait potentiellement mettre fin ou aider à mettre fin à la guerre en Europe. Mais ce n'est pas du tout garanti. Je pense juste que Joe Biden ne ferait certainement pas cela. Je suis d'accord avec vous en termes généraux, et je pense, tout comme vous, que j'ai du mal à croire qu'il soit la meilleure option. Mais je devrais reformuler cela comme le moindre mal en ce qui concerne la présidence des États-Unis. En tant que personne de gauche, je n'aime pas beaucoup de choses qu'il dit, mais je crois que, à cet égard, il est le moindre mal. Donc j'ai exactement le même point de vue à cet égard. Mais il y a une chose que je remarque aussi. S'il désactive le conflit en Ukraine, ce qui serait incroyable, cela pourrait être suivi par une escalade supplémentaire du conflit avec la Chine à travers Taïwan, les Philippines, le Vietnam, et ainsi de suite. Philippines and Vietnam and so on. In fact, he was the one who somehow started to. En fait, c'est lui qui a commencé à rediriger la politique étrangère des États-Unis. Il y a eu quelques mesures prises par Obama, mais principalement, Obama était encore concentré sur la guerre contre le terrorisme. Puis Trump est arrivé et a dit « OK, mettons des sanctions contre la Chine. Concentrons-nous sur la Chine comme notre principal adversaire ou défi dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. » Alors, ne pensez-vous pas que nous pourrions éteindre un feu et en allumer un nouveau avec Trump? Comment voyez-vous cela? Oui, c'est une possibilité, car la seule chose sur laquelle je pense que les démocrates et les républicains aux États-Unis, en particulier au Congrès, sont d'accord, c'est qu'ils veulent affronter la Chine. Ils ont choisi cela comme leur objectif stratégique. C'est ce qui vient du groupe de réflexion. C'est ce qui vient de la rhétorique. Même s'ils disent tout cela avec l'intention de ne pas le faire, comme dans l'idée d'avoir une dissuasion, je ne pense pas qu'ils le fassent. Ce n'est pas ce que je pense. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que nous devons dissuader la Chine, n'est-ce pas? Mais même si c'était vrai, cela pourrait toujours être une prophétie autoréalisatrice. Vous faites tout ce qui, à la fin, conduit à la circonstance même que certains partisans bien intentionnés de la dissuasion voulaient éviter. Vous le provoquez, parce que dans les relations internationales, c'est vraiment simple. Ce dilemme de sécurité est bien connu et bien étudié. Et plus vous investissez dans votre propre sécurité, plus vous achetez et produisez des armes, et plus vous positionnez de navires près de la Chine, plus la Chine se sentira menacée. Par conséquent, la Chine améliorera ses propres capacités militaires. Ensuite, vous direz, regardez, ils modernisent leur équipement militaire. Nous devons moderniser le nôtre. Cela conduit à une escalade, un dilemme de sécurité. Au moins, cela est certain. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient honnêtes. Je crois qu'ils veulent en réalité cette guerre parce qu'ils veulent briser la Chine, de la même manière qu'ils veulent démanteler la Russie. La Russie devrait suivre la voie de la Yougoslavie, se désintégrer à nouveau, et ensuite nous devrions faire de même avec la Chine et la diviser. La Chine est également un modèle de rôle pour un État multiethnique, n'est-ce pas? Vous pourriez diviser la Chine magnifiquement et avoir le Tibet, Hong Kong, le Xinjiang et la partie mandchoue. Vous pourriez avoir une petite Chine dure
et Shanghai pourrait devenir indépendante avec les régions environnantes. Je veux dire, vous pourriez faire tout cela, et je suis presque sûr que c'est dans l'esprit de ces néoconservateurs, parce que c'est arrivé à l'un de leurs adversaires stratégiques, et ils rêvent de reproduire cela depuis. Si j'étais en Chine et connaissais mon histoire chinoise, je m'inquiéterais de cela. La Chine elle-même traverse des périodes d'unité et de désunion. Je pense que les stratèges américains et les républicains essaieraient de rediriger leurs efforts vers la Chine. Cependant, le mouvement Trump, le mouvement MAGA, a été la chose la plus proche d'un effort de retenue à l'intérieur des États-Unis que nous ayons vu au cours des 80 dernières années. L'idéologie America First, avec son accent sur notre pays, était la plus en vue dans les années 1930 et 40. Aujourd'hui, ces personnes sont appelées isolationnistes, souvent de manière péjorative. Isolationists, yeah, and pejoratively, right? Pejoratively, because these people are isolationists. Péjorativement, ces personnes sont appelées isolationnistes. Cependant, avec les études que je fais, je rappelle constamment aux gens qu'à l'époque, personne ne se considérait comme isolationniste. Ils se considéraient comme neutralistes. Ils étaient neutres. Ils n'interviendraient pas dans les guerres étrangères et, selon les mots de Quincy Adams, ne chercheraient pas de monstres à combattre à l'étranger. Ils se concentreraient simplement sur eux-mêmes. Le mouvement de Donald Trump, du moins les gens sur le terrain qui le soutiennent, inclut certains qui pensent de cette manière. S'il y a une chance que les États-Unis deviennent plus autocontenus et se concentrent sur l'amélioration de leur propre pays et de leur hémisphère, ce serait grâce à ces personnes. Même eux ne diraient pas que l'Amérique du Sud ne nous concerne pas. Even these people wouldn't say South America is none of our concern. Even these people would think that, Latin America. Même ces personnes penseraient que l'Amérique latine est notre arrière-cour. Mais ce serait déjà une amélioration par rapport à vouloir être l'hégémonie mondiale, dire aux gens d'Asie centrale comment vivre leur vie et essayer de diviser la Chine et la Russie pour dominer le monde. Ce serait un pas vers une manière moins belliqueuse de gérer les relations internationales. Encore une fois, je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais il est le plus proche d'y parvenir parmi toutes les options réalistes que nous avons. Il y avait un peu d'espoir avec M. Kennedy, mais c'est fini maintenant. Le moment où un candidat tiers prendra réellement la présidence est encore assez loin dans le futur. Quite far away in the future. Yeah, I agree. Oui, je suis d'accord. Ils étaient neutralistes en ce qui concerne l'Europe et l'Asie, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'Amérique latine, elle a toujours été considérée comme leur arrière-cour, et ils suivaient la doctrine Monroe. Mais vous avez tout à fait raison dans votre interprétation. Il y a 2 semaines, nous avons eu ce soi-disant sommet de la paix dans votre pays d'origine, la Suisse. En même temps, juste 1 ou 2 jours avant le début du sommet, le président Poutine a énoncé les conditions que la Russie exige pour commencer un cessez-le-feu et des négociations. Pensez-vous que l'un de ces événements pourrait nous rapprocher d'une résolution possible, ou pensez-vous que les 2 parties sont complètement dans une impasse? No, they're not. They're actually the closest thing to hope. Non, ils ne le sont pas. En fait, ils sont la chose la plus proche de l'espoir que j'ai pour une solution diplomatique. Les 2 sont officiellement rejetés par l'autre camp, mais les 2 étaient suffisamment significatifs pour attirer l'attention. Donc, en un sens, nous sommes maintenant plus proches du début des négociations diplomatiques qu'auparavant, parce que nous connaissons les bases de ces camps. Les Européens, ou l'Occident collectif, ont plus ou moins officiellement abandonné la formule de paix de Zelensky. More or less officially let go of Zelensky's peace formula. I mean, this was my biggest fear that we would just. Je veux dire, ma plus grande crainte était que nous finissions avec le sommet de la paix en Suisse, réaffirmant la formule de Zelensky qui exige la capitulation de la Russie.
C'est tellement loin de quelque chose de raisonnable que c'est une impasse. Ce qui est ressorti du sommet de la paix en Suisse est en fait plus proche de certains des termes que la Chine a énoncés dans sa proposition de paix. C'est encore loin, mais nous nous sommes rapprochés en un sens. Ce que Vladimir Poutine a énoncé est sa ligne de base. Le terme le plus évident qu'il a mentionné est la neutralité de l'Ukraine, ce qui signifie pas d'adhésion à l'OTAN. Obvious one is of course the neutrality of Ukraine, no NATO membership, and he actually said neutrality and non-alignment, both of them. Et il a effectivement parlé de neutralité et de non-alignement, les deux ensemble. L'autre condition est le retrait des troupes ukrainiennes des territoires des 4 oblasts, Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Luhansk, qui sont encore contestés. Il a déclaré que s'il se retire, la Russie cessera immédiatement de tirer. S'il montre une volonté de se retirer, la Russie ne tirera sur personne qui se retire. Cela ne signifie pas que l'Ukraine doit nécessairement le faire. Cela indique que même s'il ne se retire pas, mais montre une volonté de discuter de la neutralité, il pourrait y avoir une opportunité pour une diplomatie secrète. A moment when probably the Russians would, when back-channel diplomacy would be possible. As in, the Russians said very clearly, we will not. Les Russes ont été très clairs. Ils ne cesseront pas de tirer. Ils n'accepteront pas de trêve le long de la ligne de contact. Ils ont des objectifs stratégiques. La dernière fois qu'ils ont signalé leur volonté de négocier, en avril 2022, ils se sont retirés, et l'Ukraine a immédiatement comblé le vide et les a critiqués, les qualifiant de faibles. Cette fois, ils ne feront rien de tout cela. Cependant, pour que les négociations commencent, même si les combats continuent, je pense que nous sommes plus proches de ce moment qu'auparavant. Vladimir Poutine a également récemment réitéré que les conditions sont toujours les mêmes et restent valables. Cela me donne de l'espoir que nous puissions emprunter cette voie si elle était choisie. Si les Européens et l'Occident disaient « OK, engageons-nous réellement dans des négociations, même si les combats continuent », j'espérais que ce soit effectivement sur la table. Il est clair cependant que le sommet de la paix en Suisse n'apportait pas la paix. Cependant, il pourrait ne pas être entièrement inutile pour le processus global de négociation aller-retour. Sur ma propre chaîne, je l'ai qualifié de désastre, mais en termes de processus en cours, il pourrait encore apporter quelque chose qui pourrait faire partie de la solution, même si ce que nous avons vu n'est certainement pas encore la solution. In fact, Oui, en fait, l'un des points finaux de cette résolution très édulcorée était la participation de l'autre partie au conflit, qui étonnamment ne participait pas au sommet de la paix. Cela a été demandé en partie par certains des plus grands partisans de l'Ukraine, comme l'Allemagne. Donc à cet égard, même si c'était un désastre, comme vous l'avez dit, et je suis d'accord avec votre évaluation, cela pourrait nous rapprocher diplomatiquement d'une solution. Du côté russe, je ne suis pas sûr que Poutine ait fait cette proposition en s'attendant à ce qu'elle soit acceptée. Je pense qu'il s'attendait plutôt au contraire, mais c'est quand même un pas vers une résolution. Mais changeons de sujet un instant. Vous travaillez au Japon, mais vous êtes suisse. In Japan, but you are Swiss, you're an European citizen. We were talking, Vous êtes un citoyen européen. Nous parlions, je pense, il y a 2 semaines sur votre chaîne de l'Europe et des raisons pour lesquelles elle agit comme elle le fait, ce qui revient en quelque sorte à se tirer une balle dans le pied. Comment voyez-vous cela, Pascal? Pourquoi l'Europe emprunte-t-elle cette voie suicidaire vers une guerre qui n'apporte aucun bénéfice à l'Europe? A war that has no benefits at all for Europe. Eh bien, je veux dire, je pense que je dois être clair ici. Je ne pense pas que les Européens se tirent simplement une balle dans le pied. Ils se tirent une balle dans les 2 pieds et essayent de les couper en même temps. C'est l'une des politiques les plus stupides.
Dans l'histoire des politiques stupides, dont l'Europe en a beaucoup, c'est un continent de décisions stupides qui les ont conduits de guerre mondiale en guerre mondiale. Et c'est généralement des broutilles qui les y mènent. Gardez à l'esprit que la Première Guerre mondiale a été principalement menée entre des monarchies, toutes liées par le premier ou le deuxième degré. Même les monarques disaient « Oui, nous devons y aller et faire cela ». Les Allemands, les Britanniques et les Russes étaient cousins, bon sang, et ils ont quand même choisi de le faire. Donc, une histoire de décision stupide. Mais actuellement, surtout la nature implacable de suivre une voie qui a déjà prouvé qu'elle ne fonctionne pas, comme les sanctions. L'Union européenne, il y a 2 semaines, a adopté le 14e paquet de sanctions. The European Union 2 weeks ago, enacted the 14th sanction package. Yeah. It is at a point where it is so utterly ridiculous. Nous en sommes à un point où c'est tellement ridicule que si ce n'était pas pour une situation si désespérée avec tant de personnes perdant leur vie, ce serait tout simplement hilarant. L'économie russe est en plein essor. L'économie américaine est en plein essor. L'économie européenne est en déclin. Les Allemands se désindustrialisent et les investisseurs allemands essaient de partir autant qu'ils le peuvent et d'investir ailleurs, y compris aux États-Unis. Les États-Unis gagnent beaucoup. À un niveau stratégique global, les États-Unis ont beaucoup à y gagner. Les États-Unis se portent très bien. Ils s'assurent que les Allemands et les Russes ne se parleront pas pendant le prochain demi-siècle. Vérifiez. Ils s'assurent que les Européens leur sont encore plus attachés qu'avant et n'ont pas d'autres options. Vérifiez. Économie florissante. Vérifiez. Comme l'industrie de la guerre. Vérifiez. Pour les Américains, c'est fantastique. Pour les Européens, au niveau national, cela n'a aucun sens. Vous êtes le champ de bataille potentiel d'une guerre beaucoup plus grande. Vous perdez économiquement. Les Allemands ont vu l'un de leurs plus grands projets d'infrastructure exploser. Dans le meilleur des cas, c'était un élément rebelle de l'Ukraine, n'est-ce pas? L'État que vous soutenez peut être un élément rebelle. Donc, peut-être pas sous contrôle direct, mais étroitement lié au gouvernement officiel. Et c'est le meilleur des cas. Cela pourrait avoir été l'Ukraine, l'État, ce qui rendrait la situation encore pire. Cela pourrait avoir été l'un de vos alliés de l'OTAN, ce qui rendrait la situation bien pire. Et la solution à cela est de simplement l'ignorer. N'en parlons plus. Cela disparaîtra. Nous oublierons tous. Et nous avons oublié. Je veux dire, ce n'est pas dans les médias, mais c'est le niveau d'intention suicidaire en ce moment. Et cela semble encore être dans l'esprit de certains de ces élites mondialistes qui sont tellement attachées aux États-Unis qu'elles sont prêtes à le faire, idéologiquement et financièrement. Je compare cela à la manière dont les dirigeants et les élites d'Europe de l'Est pendant la guerre froide étaient fermement liés à l'Union soviétique. Leur survie dépendait du soutien politique de l'Union soviétique. Par conséquent, ils faisaient tout leur possible pour maintenir ce soutien. Et au moment où ce soutien a disparu, ces États se sont effondrés. De la même manière, je pense que beaucoup de ces élites en Europe de l'Ouest aujourd'hui perdraient très rapidement le pouvoir si le soutien des États-Unis disparaissait. They would lose power very quickly, and we've seen that with the EU elections recently. So, which was a good. Et nous l'avons vu avec les récentes élections de l'Union européenne, ce qui était une bonne chose. Cela nous a donné un aperçu du fait que beaucoup de gens ne soutiennent pas la trajectoire actuelle. Cependant, trop de gens la soutiennent encore, mais un nombre significatif est déjà complètement aliéné, et ce groupe ne fera que croître. Nous voyons les fissures maintenant. Nous voyons que les Hongrois ne sont pas entièrement d'accord, et les Slovaques ne sont plus complètement d'accord non plus. L'Italie n'est pas non plus satisfaite de la direction que prennent les choses, bien que Meloni continue de promettre son allégeance globale.
Ces fissures émergent et j'espère qu'elles vont s'agrandir, car pour le moment, les intérêts nationaux des États européens semblent passer au second plan. Nous voyons également cela avec toute la rhétorique de la solidarité avec les États-Unis et le maintien de l'unité. With the United States holding together. We're going to have the NATO summit. Nous allons bientôt avoir le sommet de l'OTAN, au début du mois prochain, début juillet, à Washington. Cela nous donnera probablement beaucoup de nouveaux indices. Pour le moment, nous voyons des forces travailler pour restreindre ce mouvement globaliste vers une OTAN mondiale. D'un autre côté, il y a des idées d'une OTAN mondiale et plus d'intégration, avec de nombreux Européens soutenant cela. Je pense que c'est problématique maintenant, parce que cela nous a conduit à la guerre actuelle en Europe et nous a amenés au bord de plus de conflits. Leur solution au problème est de redoubler d'efforts et de continuer la même approche, croyant qu'à un moment donné, cela fonctionnera. Ils pensent que tout ira bien si nous n'avons pas peur de plus de guerre. Je crois qu'ils sont mal avisés et pourraient nous mener à la catastrophe. Let's not forget next to the Oui, n'oublions pas la destruction des pipelines Nord Stream et la tentative d'assassinat contre Fico, que Fico lui-même a qualifié de provoquée par l'OTAN. Sans parler de la discrimination que subit Orban, ou Orban le Hongrois, tout le temps. Je n'ai pas besoin de préciser que je n'aime pas Orban politiquement. Comme je l'ai dit, je suis une personne de gauche et c'est un politicien de droite. Néanmoins, il est évident qu'il est constamment extorqué, politiquement et économiquement par l'Occident, simplement pour avoir rejeté la guerre. C'est un fait. Pascal, tu vis au Japon, donc je suis sûr que tu as une très bonne vue de l'opinion publique. Que vois-tu dans les rues? Comment la personne japonaise moyenne perçoit-elle ce conflit? Comment perçoivent-ils la position adoptée par le Japon dans ce conflit? What do you see there? Donc, bien que je vive et travaille ici, je n'ai pas de télévision. Je ne regarde pas la télévision régulièrement. Je la regarde quand je suis avec des amis ou à l'extérieur. En partie parce que les informations télévisées ici sont également très agaçantes, comme en Europe et aux États-Unis. De plus, la télévision japonaise peut être encore plus ridicule pour d'autres raisons, comme le manga et divers éléments excentriques. C'est très japonais, et c'est bien. Dans l'ensemble, je dois dire que la plupart des gens dans la rue ici, et la plupart de mes amis japonais, sont au courant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et ils ont en général des opinions similaires à ce que vous trouverez en Europe, mais à un niveau émotionnel beaucoup plus bas. Je continue de dire que les choses ici mijotent à une intensité plus faible. Cela ne déborde pas. Le cadrage global des médias ici, d'après ce que je vois dans les journaux et à la télévision, est similaire à ce que nous voyons en Europe. Cependant, j'ai vu des programmes chez mon ami qui sont assez longs, environ 30 à 45 minutes, essayant d'expliquer les origines du conflit. C'est quelque chose que je ne vois pas vraiment en Europe. Les médias japonais essaient de donner un sens à cela. J'ai donné quelques interviews à des journaux ici, y compris le journal Asahi. La journaliste a essayé de comprendre la neutralité de la Suisse. Elle a pris 2 semaines pour écrire un court article d'une demi-page et a interviewé différentes personnes. Ils essayent d'aller assez en profondeur et ne commencent pas avec un récit dès le début. C'est déjà assez différent. Ce qui est similaire, c'est qu'ils prennent leur direction, leur principal cadre interprétatif, de l'Occident, comme le New York Times, et construisent ensuite à partir de cela. En général, les gens ici apprennent que la Russie a envahi l'Ukraine, que la Russie mène une guerre d'agression sanglante et que l'Ukraine se défend. L'Ukraine est vue comme la victime et doit se défendre. C'est le sentiment général. La bonne chose à propos des Japonais,
c'est que beaucoup d'entre eux disent « Oh, la guerre est horrible ». Ils se concentrent sur le fait de la guerre et croient qu'elle devrait se terminer dès que possible. En un sens, ils ne s'engagent pas beaucoup dans le jeu des reproches. Ils voient la guerre en général comme le problème. Ils sont plus ouverts aux arguments selon lesquels, si nous pouvions mettre fin à la guerre par des négociations demain, ce serait formidable. Beaucoup de mes amis japonais sont d'accord et disent que ce serait fantastique. La question de la culpabilité passe alors au second plan. Cela me rend positif quant à leur perspective. Je pense que c'est ce que je peux dire en général. I think that's what I can say in general. And Japan's the approach of the government has also been close. L'approche du Japon, comme celle de la Suisse, a été marquée par une intensité émotionnelle plus faible. Leur politique envers la guerre en Ukraine est similaire à celle de la Suisse. Ils envoient de l'aide humanitaire et un soutien non létal, comme des casques, mais pas d'armes ni de munitions. Ils ont également imposé des sanctions à la Russie, comme les Suisses, mais s'abstiennent d'une implication militaire. En termes d'implication dans la guerre, le Japon et la Suisse se classeraient assez bas au sein de l'Occident collectif. En revanche, des pays comme l'Allemagne et la France sont sur le point d'envoyer des troupes et ont déjà envoyé des armes létales. Les Japonais ne font pas cela. Je pense que cela a aussi à voir avec leur perception différente de la guerre, qui est plus nuancée que celle de beaucoup de gens en Europe. Cela est dû à la propagande incessante que nous avons vue au cours des 10 dernières années. Et à cet égard, Pascal, comment s'est déroulée la visite de Poutine en Corée du Nord et au Vietnam il y a 2 semaines? Comment cela a-t-il été perçu? Cela a-t-il attiré l'attention des médias et de l'intérêt général du public? Ou est-ce quelque chose qui n'intéresse que les experts? J'ai suivi ces développements de si près dans les médias occidentaux que je n'ai même pas prêté attention aux médias japonais. Je suis désolé, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie pour voir comment cela a été rapporté. Honnêtement, je ne sais pas comment les Japonais l'ont analysé parce que je ne consulte pas régulièrement la télévision ou les journaux chez moi. Je suis désolé. D'accord, mais néanmoins, je vais vous poser une dernière question concernant le Japon. Je suis un amateur de nombreux aspects de la culture japonaise, en particulier les mangas et les animés. Je pense que beaucoup de gens aiment ça, moi y compris. Donc, vous êtes une personne suisse vivant au Japon depuis plusieurs années déjà. Comment est l'expérience personnelle pour un Européen de vivre là-bas, dans une culture qui est assez différente de la culture européenne en général? Je suis très heureux ici. Pour moi, le Japon est l'un des meilleurs pays du monde. C'est incroyablement sûr. Le Japon est ridiculement bien développé à tout point de vue. Tout fonctionne ici. C'est extrêmement propre. Et la société est paisible. Les gens prennent soin les uns des autres. Je pense souvent à cela lorsque je fais du vélo à travers Kyoto. Je vois à quel point les gens se soucient les uns des autres, comme les enfants qui traversent la rue avec l'aide d'un grand-père, et comment les gens s'entraident à de nombreux niveaux. En tant que société, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Cela ressemble à la maison. Je vis ici depuis 10 années consécutives, mais je suis venu ici pour la première fois il y a 20 ans, et j'ai fait des allers-retours depuis. Maintenant, après 10 ans d'affilée, cela ressemble vraiment à la maison. Bien sûr, c'est une culture différente, mais je continue de penser, et je le pensais déjà il y a 20 ans, que le Japon ressemble à la partie la plus orientale de l'Occident.
Beaucoup de choses fonctionnent comme on s'y attendrait en Europe. Depuis les années 1860, le Japon a décidé de se détacher de l'Asie et de s'aligner davantage avec l'Occident. On peut le ressentir ici. Les choses sont structurées de manière à ce que l'on s'y attendrait également en Occident. Quand je vais en Asie du Sud-Est, je me sens plus étranger parce que les repères culturels fonctionnent différemment. Cela a probablement aussi à voir avec le fait que je suis ici depuis un certain temps maintenant. Mais cela ne semble pas si étrange. Les Japonais, en termes de droits de l'homme et de leur perception de la démocratie, sont étroitement alignés avec la façon dont l'Occident pense à ces questions, bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Ils sont très humanistes et pacifistes, ce que j'apprécie beaucoup. Ils sont plus pacifistes que les Européens. Ce pacifisme les modère en ce moment, malgré le fait que le gouvernement augmente maintenant les dépenses en actifs militaires et produit des systèmes de missiles domestiques. Ils ne rejettent pas l'armée, mais ils sont très forts sur le pacifisme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, bien plus que les Européens. Par exemple, les Japonais ne participent pas à des missions de maintien de la paix semi-offensives. Ils n'envoient pas de personnes à l'étranger. Ils contraignent en fait leur armée relativement forte. Ils essayent d'améliorer les relations diplomatiques avec la Chine. Ils ont eu un merveilleux sommet trilatéral avec la Chine et la Corée. Ils essayent de s'intégrer régionalement, même si toutes ces sanctions sont en cours. Je pense que cela a aussi quelque chose à voir avec leur approche plus pacifiste de la société et des relations extérieures. J'apprécie beaucoup le Japon. En tant qu'académique, il y a beaucoup de bonnes opportunités ici. J'aime que de nombreux programmes académiques ne soient pas conçus pour produire un résultat prédéterminé. Vous obtenez en fait des financements ici pour des idées créatives. Mes études sur la neutralité m'ont conduit à être embauché 2 fois par 2 universités différentes, bien que, même selon les normes japonaises, cela soit considéré comme extravagant. Ils apprécient les idées créatives. En ce moment, c'est une société assez libérale et ouverte, même si cela ne semble pas être le cas de l'extérieur. Je dois dire cependant que cela dépend de l'endroit où vous travaillez. Si vous travaillez pour l'une des entreprises, alors vous êtes dans un domaine très restrictif et êtes très confiné, culturellement aussi. Mais il y a des espaces au Japon que je pense que nous avions autrefois en Europe, qui deviennent maintenant plus restrictifs. De plus, la liberté d'expression ici est encore beaucoup plus ouverte qu'en Europe. Et toute cette idée que vous devez faire attention à ce que vous dites, et puis-je faire ceci, puis-je faire cela, la culture de l'annulation, vous ne l'avez pas ici. Et si vous l'avez, c'est une version beaucoup plus atténuée, ce qui est intéressant. Alors que de l'extérieur, le Japon essaye de ressembler à une autre version de l'Europe, à l'intérieur, cela ne fonctionne pas comme ça. Je trouve cela très libérateur. D'accord. Je trouve surprenant que vous disiez que le Japon est plus sûr et plus propre que la Suisse, qui est censée être très sûre et très propre. Mais waouh! Alors ça doit être impeccable, je dirais. Je veux dire ici, à n'importe quelle station où vous allez, vous pouvez utiliser les toilettes de la station. Et il a probablement même un washlet qui vous nettoie là-bas. Et lui-même est propre. Personne ne jette de mégots de cigarettes. Je suis vraiment agacé quand je retourne en Europe et que tout le monde jette ses mégots de cigarettes. Les pires sont les gens à la gare de Berne qui jettent leurs mégots de cigarettes sur les voies. C'est l'endroit pour jeter vos mégots de cigarettes? Vous êtes idiots. Pourquoi les jeter là? Vous ne pouvez pas les ramasser. Ici, personne ne penserait même à faire ça. Si vous fumez une cigarette,
vous la ramenez chez vous. which is something that's annoying. Vous n'avez pas de poubelle ici, Back home, ce qui est quelque chose d'ennuyeux. Mais les gens ramènent leurs déchets chez eux. Les gens sont vraiment bien élevés dans la plupart des choses. Donc, oui, c'est plus propre, je veux dire, sérieusement. yeah. Et les trains sont plus ponctuels qu'en Suisse. And the trains are more on time than in Switzerland, and they have more. Et ils en ont plus. Ils ont des trains interurbains. Alors la Suisse, et surtout vous, CFF, Chemin de fer fédéraux suisses, venez ici et étudiez comment bien faire les choses. And study how to do it right. Well, Deutsche Bahn, the German train system should also learn something from there because Eh bien, also, Deutsche Bahn, le yeah, système it does ferroviaire work as allemand, it should. devrait également en It works tirer des better than leçons, many other car il ne countries, but fonctionne pas it doesn't comme il work le as it devrait. should work. Il fonctionne mieux que dans de nombreux Pascal, autres we have, pays, mais il a encore des this, problèmes. Pascal, nous avons Pascal, cette we question. finish, Lorsque nous terminons nos programmes, nous laissons l'orateur, notre invité, conclure avec ses propres mots. Tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous pensez avoir été omis, vous avez l'honneur de clore cette très belle discussion. The honor of closing this very nice talk. Well, thank you very much for the opportunity, and anyone listening. Merci beaucoup pour cette opportunité. À tous ceux qui écoutent, je reçois parfois des courriels et des questions de personnes qui me demandent « Que pouvons-nous faire ?» Nous partageons votre sentiment d'urgence et de désespoir face à ce qui se passe. Que pouvons-nous faire? La seule chose que j'aimerais rappeler à tout le monde est de faire tout ce que vous pouvez. Nous devons former un réseau de personnes, comme Ézéchiel le fait en me contactant, ainsi que d'autres. Nous devons créer des réseaux de personnes qui s'opposent aux absurdités qui se produisent. Nous devons les dénoncer et travailler contre elles à notre manière, avec ce que nous pouvons faire, et essayer de les interconnecter. Nous ne devrions pas construire de grandes structures, car à maintes reprises, elles sont capturées et deviennent une partie du problème. Créer un réseau de personnes partageant les mêmes idées, envoyer des bulletins d'information ou toute autre idée créative à laquelle vous pouvez penser et que vous pouvez réaliser aujourd'hui en 30 minutes ou 1 heure. Within, 30 minutes or 1 hour, and even if it just reaches a couple of people, Et même si cela ne touche que quelques personnes, cela fera partie de ce dont nous avons besoin pour sortir de cette folie. Actuellement, nous traversons une période de folie en Europe et en Amérique du Nord qui nous mène sur un chemin très sombre. Alors ne pensez pas que vous êtes impuissant. Faites simplement ce qui est en votre pouvoir. C'est ce que j'aimerais transmettre à tout le monde. I think that's what I would like to convey to everybody. I subscribe your words completely. Je suis entièrement d'accord avec vos propos à tous nos téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Pascal en anglais, qui est Neutrality Studies, et à sa version espagnole, qui est Sanevox Espagnol. Consultez simplement la description, nous y mettrons les liens ci-dessous. Eh bien, terminons ici. Pascal, ce fut un plaisir. À la prochaine. Here, Pascal, it was a pleasure. So, see you next time. Smert Chihuahua. Hey.